Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce symposium qui s'intitule « Miser sur la collaboration école, CPE, famille, communauté ». On va collaborer à plusieurs aujourd'hui pour favoriser l'adaptation des jeunes enfants. Je me présente, Jasmine Gobeil-Bourdeau. Je suis chercheuse postdoctorale ici au GRIS, donc au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi chargée de cours dans ce même département. Et je serai votre hôte pour ce symposium. Je vais aussi présenter 2 des 3 conférences, donc j'espère que le doux son de ma voix vous convient. Ce matin, ce sera le mien. Donc, on a avec nous aujourd'hui une belle présentation de mes collègues Marie-Hélène Gervais et Angela Fragasso. Et ensuite, je vous présenterai 2 communications là, dont je vous parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, je vous rappelle juste un petit peu le déroulement. Donc, on va avoir les 3 présentations suivies chacune d'une très brève période de questions, seulement s'il y a des aspects de clarification qui ont besoin d'être faits là, au moment de ces 3 présentations-là. Et on va se garder la période de questions et de discussion pour la toute fin. Vous allez voir que ce sera animé là, avec différentes étapes au travers desquelles vous pourrez interagir, utiliser vos petits cartons dont on vous a parlé ce matin. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les 2 premières présentatrices. Donc, Marie-Hélène Gervais, qui est coordonnatrice de recherche, et Angela Fragasso, qui est parent partenaire, qui vont nous parler du projet Multico. Donc, je leur laisse la parole. Est-ce qu'on me voit? Je suis trop petite? je vais me tasser un petit peu. Alors, merci d'être ici. Bienvenue. Moi, je suis coordonnatrice de recherche pour professeur Chantal Camden. C'est moi qui porte un peu le projet Multico qui est sur la collaboration. Oui, c'est ça. Il faut tout baisser pour moi, même avec mes talons. Et puis, Angela est notre parent partenaire collaboratrice. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous parler du projet et aussi des pratiques collaboratives en soi. Donc, le projet Multico va être la première partie, puis ensuite, ce que les parents disent va être présenté par Angela. OK. Le projet Multico est sorti d'une idée d'un problème qu'on connaît tous, là, qui est ressorti depuis plusieurs années, de travail en silo dans les différentes instances autour des enfants qui ont des besoins de soutien particuliers dans les écoles. Donc, on essaie de voir... Premièrement, c'était quoi le problème? On s'est rendu compte qu'il y a vraiment des risques d'enjeux puis que la collaboration était utile. Là je vous avertis, je ne lis pas mes présentations. Là, vous allez avoir accès après. On a 15 minutes, fait que je fais ça vite. Mais si vous avez des questions, vous avez mon email à la fin. Là, vous pourrez m'écrire puis on pourra vous envoyer le contenu sans problème. Alors, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup des enjeux qui ressortaient dans la littérature de soutien, de support, qui peuvent être aidés, dans le fond, par une meilleure collaboration famille, santé, école, communauté. Puis nous, on s'intéresse à voir c'est quoi les bonnes pratiques qui sont faites un peu partout dans le monde. Donc, c'était notre premier objectif, c'est d'identifier et d'écrire les pratiques ailleurs dans la littérature, les bonnes pratiques de collaboration. C'était notre objectif 1 du projet. L'objectif 2 était de voir ce qui se fait sur le terrain au Québec, dans les écoles. Donc, oui, les bonnes pratiques, mais on en est où au Québec? C'est quoi les pratiques de collaboration? Les bonnes comme les moins bonnes. Et puis ensuite, on va essayer de décrire de comment la situation pourrait être améliorée sur le terrain. Le projet Multico, c'est un projet qui se vise à être vraiment hands-on. C'est pas un projet qu'on veut juste tirer ce que les gens disent. On en a assez de juste voir qu'est-ce que les gens disent, nommer la problématique. On essaye de trouver des outils puis de trouver des façons de mettre en place concrètement des pratiques, des techniques, des outils qui vont aider les gens à collaborer. Donc, à partir des meilleures pratiques et de ce qui se fait sur le terrain. Donc, pour notre objectif 1, c'était évidemment une revue de la littérature. Là, donc, on a analysé 8003 ou 8002 articles. Donc, on a lu tout ça, classé, trié et vu vraiment tout ce qui se passait. On est tombé à 49 articles qui étaient vraiment pertinents sur ce qu'on voulait. Puis ensuite, on est parti de ça pour ressortir des thèmes, des bonnes pratiques, des collaborations. Notre objectif 2 qu'on est en train de réaliser en ce moment, c'est un sondage sur le terrain. En fait, 2 sondages. On sonde les parents, donc on essaie de trouver 100 parents qui ont des enfants dans les écoles, qui ont des besoins de soutien particuliers à cause de troubles neurodéveloppementaux.
et on essaie de trouver 100 intervenants professionnels du milieu scolaire. Et puis, à eux, on leur demande comment ça se passe la collaboration. Comment ça se passe la collaboration avec la famille, avec l'élève, avec la communauté, avec le système de la santé. On leur demande comment ça se passe, mais aussi comment êtes-vous satisfait. Ensuite, on pose la même question aux intervenants. Puis là, c'est ça qu'on est en train de faire. Fait que, hint, hint, si vous avez le goût d'aller sur notre page web et de diffuser ces sondages-là, on est en plein recrutement. Alors, si jamais ça vous tente de passer ça aux gens que vous connaissez, je vous encourage fortement. Pour le troisième objectif, on va faire des entrevues individuelles et des études de cas pour voir comment, oui, on a des avis individuels de professionnels, de parents, mais comment ces gens-là travaillent ensemble, puis comment un cas, un élève peut être soutenu, comment il est soutenu et comment il pourrait l'être mieux. Donc, ces études de cas-là vont être réalisées avec des groupes qui travaillent autour d'un élève ou de plusieurs élèves, mais en tant qu'équipe. Et puis, à partir de ça, on va sortir des pistes de solutions, des outils. Puis, notre phase de transfert de connaissances va être beaucoup dans les midi-causeries, dans des ateliers, dans des webinaires, dans des trucs qu'on va vraiment essayer de partager, qui ne sera pas juste des articles publiés. Donc, ce que disent les écrits, là, je suis ici pour vous parler de la phase 1 principalement parce qu'on est en recrutement pour la phase 2. Donc, les écrits, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Bien, on a trouvé que, là, je passe vite là-dessus, c'était notre métaux. Comme je vous dis, les articles, tout ça, vous pourrez revenir si vous voulez. Mais ce qui était très intéressant dans nos constats, c'est que dans les meilleures pratiques à travers le monde, on s'est rendu compte qu'il y a 3 types de pratiques collaboratives qui peuvent soit favoriser ou nuire au soutien collaboratif des élèves ayant des besoins de soutien particuliers. Un de ces thèmes-là, donc une de ces catégories-là, c'est des pratiques organisationnelles. Donc, on sait que les institutions, les organisations, la structure administrative et bureaucratique et scolaire et santé autour de l'élève peut mettre des gros freins, mais peut aussi aider. Donc, il y a un paquet de pratiques qui étaient vraiment en termes de pratiques organisationnelles. La deuxième catégorie, c'était des pratiques humaines. Donc, je ne vous cacherai pas que l'attitude des gens, le bon vouloir, puis c'est souvent ça qu'on entend, hein, que « Ah, oh, Madame Ginette est tellement fine, une chance qu'elle est là avec mon enfant. » tu sais. Fait que c'est des pratiques humaines, puis il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-dedans, de qu'est-ce que les gens peuvent faire en tant que personne autour de l'élève pour les aider dans le cadre de leur mandat. Puis finalement, bien, la troisième catégorie, c'était des pratiques mixtes. Donc, tu sais, d'apprécier le réseau communautaire autour de l'élève, bien, ça peut être fait à la fois au niveau de l'organisation, dans les structures qu'ils mettent en place, dans les protocoles qu'ils mettent en place pour aller chercher ces gens-là, mais aussi en tant qu'humain, tu sais, t'es qui, toi, d'où tu viens, puis je t'accueille dans tout ce que tu es et dans les gens qui sont autour de toi, puis on essaie de travailler ensemble. Donc, c'est un peu une synthèse vraiment extrêmement rapide de ce que la littérature dit sur les pratiques collaboratives pour soutenir les élèves qui ont des besoins. Alors, on va le remonter. On n'a pas la même shape. Donc, ce que disent les parents, j'ai une voix portante, c'est correct pour le son. En fait, je me présente, je m'appelle Angela, je suis ergothérapeute de formation. J'ai une maîtrise en administration des services de la santé dans laquelle je me suis intéressée aux pratiques collaboratives. Donc, j'ai occupé des fonctions de préposée, de clinicienne, de gestionnaire, de recherche dans diverses régions du Québec là, auprès des enfants qui ont des conditions de haut développemental. Puis, en cours de mon parcours professionnel, j'ai donné naissance à un enfant qui a finalement des conditions, qui a des gros problèmes d'adaptation. En fait, c'est un enfant qui est en bris de scolarisation cette année. Il a 14 ans. Il a été exclu de son école de quartier. Donc, on conjugue cette année avec des moments très difficiles. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment plus avec mon chapeau de parent partenaire que je viens, mais teinté de ma passion pour ces pratiques collaboratives, parce que je m'en intéressais bien avant d'avoir mon enfant. Donc, bien, quand j'étais clinicienne puis j'allais dans les familles, j'étais là pour aider l'enfant, mais j'ai vraiment sous-estimé l'impact sur la fratrie, sur le couple puis sur la famille. Je dirais que nos capacités adaptatives sont mises à rude épreuve à tous les jours. Donc, je choisis de partager mon vécu parce que je m'intéresse beaucoup à ce que la collaboration, que l'intention passe à la manifestation réelle. Puis, des éléments qui est important, c'est la compréhension du vécu des familles. Donc, c'est pour ça que je le partage aujourd'hui.
Donc, hier, Julie Lane le disait, la collaboration, c'est un incontournable. Ici, j'écris essentiel, j'y crois. Collaboration à tous les niveaux, avec la famille, au sein de l'équipe école, avec la communauté et avec le réseau de la santé et des services sociaux. Je vous ai mis une photo de mes garçons. C'est l'autre, mon garçon a des filles à gauche. Il est visage caché parce qu'il sait que sa mère s'implique puis il ne veut plus qu'on sache qui il est. Fait que je l'ai mis à visage caché, puis aujourd'hui, il a 6 pieds 1, donc il n'est plus de cette shape-là. Mais j'ai pris une photo d'une belle réussite de participation sociale. En fait, ce qui peut paraître anodin d'amener vos enfants à la bibliothèque, bien, pour moi, juste mettre les deux assis sur un banc comme ça à lire, bien, c'était une réussite incroyable. Puis moi, je prends le temps de savourer chacun de ces petits succès-là. Donc, c'est la photo que je vous ai mise. Donc, voilà, mon savoir expérientiel, je vous partage ma donnée non scientifique qui s'appelle la théorie du tiers. Moi, je dis tout le temps que dans notre vie, il y a un tiers de personnes exceptionnelles, dont je me rappelle de tous les noms, qui font la différence dans notre vie. Je dis qu'il y a un tiers qui fait ce qu'il y a à faire. Puis, je dis qu'un tiers est préjudiciable. Je choisis de partager mon vécu pour changer cette statistique-là. Je construis un grand sens à mon épreuve en essayant de contribuer à aider des enfants comme le mien puis des familles comme la nôtre. Donc, j'aimerais que la stat change, c'est-à-dire, mais la stat non scientifique, qu'elle soit un tiers, que la proportion d'un tiers augmente de personnes exceptionnelles et que un tiers préjudiciable, que cette proportion-là diminue. Puis je mets l'histoire de la banane mûre à côté. En fait, je veux vous montrer un peu l'impact de pratiques collaboratives non optimales sorties de la bouche d'un enfant. C'est-à-dire que la transition maternelle a été difficile pour mon enfant et la collaboration avec l'enseignante de maternelle a été plutôt difficile. Et ça, c'est pas de même avec tous les enseignants. Là. Il y en avait des merveilleux. Là. J'ai plein de souvenirs d'enseignants merveilleux. Mais maternelle, c'en était une qui était un peu plus difficile. Puis durant la pandémie, mon gars, il est en 5e année, puis il était vraiment en santé mentale parfaite, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'interactions sociales, donc ça allait vraiment bien. J'avais beaucoup plus accès à ses émotions. Puis il me dit « Hey, maman, mon prof de maternelle, elle ressemblait d'un singe. » Je dis « Franchement. » Là, il dit « Non, il dit, écoute-moi. » Il dit « On était toute une gang de bananes dans la classe. » Puis il dit « C'était toutes des bananes normales. » Mais il dit « Moi, j'étais une banane bien mûre. » Puis il dit « Avec moi, il fallait faire du pain aux bananes. Il fallait faire des muffins. Ou il fallait faire du gâteau aux bananes. Mais elle m'a laissé pourrir. » Puis j'ai trouvé que c'était le reflet d'un impact d'un enfant, d'une collaboration qui était non optimale, en quelque sorte. Si j'y vais maintenant avec mon dada, la collaboration avec la famille, en fait, là, je sens que mon histoire de banane a touché, là. Je me touche moi-même tout à coup, là. Wouh! Même le PowerPoint en perd. OK. Donc, j'y vais avec mon dada de la collaboration avec la famille. Puis là, je me permets une petite théorie qui est plus ma passion, ces pratiques collaboratives. Quand je fais des conférences sur la collaboration avec la famille, j'explique souvent qu'il existe une asymétrie du rapport entre l'équipe école et le parent ou entre les intervenants de la santé et le parent. J'explique que sans vraiment le vouloir, sans une mauvaise intention, souvent l'équipe école ou les intervenants de la santé ont un certain pouvoir relationnel. Quand est-ce qu'on implique la famille? Quand est-ce qu'on ne l'implique pas? Puis c'est pas de façon intentionnelle. Puis souvent, je l'image, puis ça fait que le parent ne peut pas vraiment avoir un pouvoir de négociation, il peut avoir une pression de décision. Souvent, je l'image par le chat puis la souris. Je mentionne que l'équipe école, c'est le chat, puis le parent, c'est la souris dans toute sa grande vulnérabilité. J'explique que ce qu'on veut, dans le fond, c'est que le parent devienne de plus en plus chat, en quelque sorte, qu'il soit de plus en plus impliqué dans les décisions pour qu'il prenne confiance en ses capacités de s'impliquer dans la participation sociale et la réussite éducative de son enfant. Puis j'explique que plus on fait des processus décisionnels répétitifs sans impliquer le parent, soit qu'il devient encore plus souris, c'est-à-dire qu'il se désengage des décisions, il se désengage malgré lui de la réussite éducative, ou soit qu'il sort ses gants de boxe. Le parent, on entend ça, un parent qui va se battre pour les services.
Moi, dans ma situation personnelle, quand on n'est pas impliqué dans les décisions, j'ai tendance à dire que mon chum, qui est ingénieur, qui ne connaît rien de l'éducation, puis qui le dit tout le temps qu'il ne connaît rien de l'éducation, bien, il devient une petite souris encore plus désengagée. Et c'est un très bon papa, mais il ne s'implique plus quand on l'implique plus dans les décisions. Moi, je refuse de sortir mes gants de boxe parce que je trouve que ça inspire la rivalité, et la rivalité, c'est au détriment de l'enfant. Fait que moi, quand le monde me dit « Angela, tu te bats en tant que parent », je dis « Non. Moi, ce que je favorise, c'est un climat conjoint de confiance, d'ouverture et de transparence. » Fait que moi, je travaille toujours ça en tant que parent, d'essayer de développer les relations. Puis, tu sais, ça demande de l'introspection tout le temps. J'essaie de m'ajuster, j'essaie de gérer mes émotions. Hey, c'est pas facile de développer des habiletés de collaboration, là. Fait que moi aussi, j'y travaille à tous les jours. Fait que je mise beaucoup là-dessus. Puis j'écris conjoint, hein, c'est des deux côtés. Moi, je prends vraiment le temps de reconnaître les bons coups, là. Je suis comme si je m'en empêche pas, mais en même temps, je pense que c'est aidant pour un climat de confiance. Ben, tu sais, je mets aussi de la part du parent respect, disponibilité, assiduité, parce que j'ai ça en tête aussi, parce que des fois, on entend souvent le parent revendicateur, puis je pense que c'est pas ça qu'il faut faire non plus en tant que parent. C'est justement de travailler en équipe là, avec l'école. Fait que c'est un peu la vision que j'ai. Mais je vais vous donner des exemples concrets dans lesquels je me suis sentie impliquée dans la décision et dans lesquels je ne suis pas sentie impliquée dans la décision. Dans lesquels je me suis sentie impliquée dans la décision. Là, j'ai un exemple où mon garçon, j'ai eu le malheur d'y mettre un couteau pour couper son steak haché dans sa boîte à lunch. Je voulais améliorer son autonomie, mauvaise idée. Fait qu'il y avait un couteau dans sa boîte à lunch et il a fait quelque chose de pas correct avec son couteau dans le service de garde ou qu'il a fait semblant de faire un poignardage avec un couteau, ce qui était vraiment inacceptable. Et je me souviens que la directrice du service de garde m'a appelé en disant « Là, il faut qu'on fasse de quoi? Qu'est-ce que tu en penses? » Je pense à l'exclure, je pense à le suspendre, je pense à telle conséquence. Puis ensemble, on avait décidé c'est quoi la conséquence pour que ça ait un impact. Puis c'est beau, on est allés ensemble faire l'intervention dans le bureau. Puis je me souviens, quand je suis sortie de là, elle a dit « Vous êtes bonne. » Puis j'ai dit « Vous aussi. » Tu sais, les deux, on était en équipe, là, puis on intervenait sur son comportement complètement inadéquat, mais on avait trouvé la conséquence ensemble pour que ça n'ait pas un impact trop gros dans ma famille, puis que ça ait un impact aussi chez eux. Fait que c'était pas acceptable, mais on l'a pas accepté ensemble, puis on l'a accompagné dans ça. Ça, c'est un super bel exemple. D'autres exemples, une directrice d'école qui fait, tu sais, quand on parle de co-construction, bien, co-construction du plan d'intervention, ou qu'elle note de chaque côté les observations et elle écrit les objectifs ensemble, puis qu'elle gère. La directrice parlait à peine, elle est un facilitateur, un médiateur. Je trouvais ça extraordinaire, c'était des décisions conjointes. Des exemples de décisions non conjointes, j'aurais pu finir par le positif, hein, mais en tout cas. Non conjointes, c'est « merci de votre collaboration ». Ça, là, les courriels, merci de votre collaboration. Là. Je le dis souvent dans ma formation, quand j'ai mon chapeau de pratique collaborative, qu'un parent collaborant, ce n'est pas un parent qui fait ce qu'on lui dit de faire. Parce qu'un parent qui fait ce qu'on lui dit de faire, on ne l'implique pas dans la décision, on ne l'implique pas dans un compromis. Donc, tout ce qui est merci de votre collaboration, souvent, il n'y a pas eu de décision conjointe. Puis récemment, bien, vu que mon enfant était exclu de l'école, ça a été un moment très pénible. Puis vu que j'applique le climat conjoint, confiance, ouverture, je vous avouerais que je trouve très injuste d'être arrivé à l'exclusion. J'ai encore de la misère à comprendre qu'on choisit cette option-là. Puis ils m'ont dit, la direction du centre scolaire, ils ont dit « Tout le monde vous aime, madame, vous êtes tellement agréable, vous êtes tellement... » le fun, nanana. En tout cas, bref, on me sortait toutes les qualités du monde. Puis là, ils ont dit, mais votre seule affaire qui est un peu dérangeant, c'est que vous en connaissez beaucoup. Puis vous causez des craintes aux gens. Fait que là, je suis partie à pleurer. Je me suis tellement sentie souris. J'ai dit, ça n'enlève pas que je ne travaille plus. Mon conjoint a de la misère à travailler, on a des impacts financiers. J'ai un enfant qui a des idées sombres à la maison. J'ai un autre enfant à m'occuper, que les comportements augmentent parce que là, il voit son frère qui... Fait que, tu sais, je suis partie à pleurer, puis en me disant, ça m'appartient-tu d'avoir beaucoup de connaissances ou vous acceptez pas que je devienne un peu chat, finalement, en ayant les connaissances nécessaires? Fait que ça aussi, ça m'a un peu interpellée. Collaboration au sein de l'équipe école, le plan d'intervention. La tempête d'idées. Ça, là, je sors ce que mon chum a dit en sortant du plan d'intervention. Il est ingénieur.
Il dit, là, c'est quoi vos réunions, vous, dans votre domaine de tempête d'idées? Là, il dit, moi, la prochaine fois, je fais le secrétaire. Parce qu'il dit, moi, là, je fais des machines. Puis des machines, ça coûte de l'argent. Fait qu'il dit, quand on fait une réunion, je charge le client. Fait qu'il dit, quand on ressort de ça, on sait qui fait quoi, quand, puis qui est imputable des résultats. Fait qu'il dit, la prochaine fois, moi, je vais faire un secrétaire, puis je vais dire qui fait quoi. Tu sais, il était comme... Puis là, il dit, moi, je traite des machines. Il dit, c'est pas si grave que ça, vous traitez des humains. Fait que c'est ça qu'il a dit. Puis là, je me suis pas ostinée avec. Je trouvais ça cru, mais je trouvais que c'était quand même bien dit. Puis là, je pousse ma réflexion avec le schéma, je ne sais pas si vous connaissez, des pratiques collaboratives, du réseau de collaboration des pratiques interprofessionnelles, qui sortent un schéma, puis il a été repris un peu en éducation aussi par Lucar récemment, une revue Lucar, qui applique ce modèle-là au secteur de l'éducation, où on dit que moins les besoins sont complexes, plus c'est correct de travailler en équipe unidisciplinaire, mais plus c'est complexe, plus c'est important d'avoir des objectifs communs et de travailler en interdisciplinarité. Moi, si mon enfant est en bris de scolarisation et expulsé, je me considère complexe. Fait que là, je me dis, pourquoi, quand on voit interdisciplinarité, le TES puis l'enseignant est toujours tout seul? Je me dis, où est l'équipe interdisciplinaire autour de mon garçon? Bien, cette équipe-là est souvent dans la tempête d'idées. Ils ne le connaissent pas, puis on fait plein de tempêtes d'idées. Tu sais, il y a plein de monde autour de la table. Mon chum, il dit tout le temps, c'est qui lui? C'est qui elle? C'est qui cette personne-là? Parce qu'on les connaît toutes pas, puis ils viennent comme dire leurs idées. Si on était un cas simple, là, ça serait correct que ce soit de la consultation, qu'on donne des petites idées, parce que le multidisciplinaire, moins interdépendant, c'est correct. Mais quand on est rendu complexe, moi, personnellement, je lance la réflexion que je crois que c'est pas normal que le TES soit tout seul pour appliquer le plan d'intervention de mon gars, puis qu'il vienne juste quand il pète, puis que l'enseignant, le reste du temps, est tout seul pour appliquer le plan d'intervention. À mes yeux, à moi, ça ne fait pas sens. Et à mes yeux, à moi, ça ne fait pas sens que le psychologue, psychoéducateur ne connaisse pas mon gars concrètement, tout ce qu'il peut faire dans la classe. Puis si on s'assoit en un pour un avec mon garçon, là, il va tout te dire la théorie, là, plus que tout le monde. Mais c'est de la généralisation dans le contexte réel qui a besoin d'aide, qui a besoin d'accompagnement. Fait que c'est la réflexion que je lance aujourd'hui. Collaboration avec la communauté, wow, remplie d'activités normalisantes qu'on sous-estime. Et je le mets en jaune ici, recherche, sensibilisation et coordination, puis je mets ma formation professionnelle en vert. Moi, je suis ergothérapeute de formation. L'ergothérapie, c'est aider les enfants. Là, j'imagine que je me fais dire, ouais. C'est aider les enfants avec des activités significatives, fait que pour pouvoir développer leur plein potentiel. Bien, il y en a tellement d'opportunités. Fait que moi, entre le club d'échecs pour travailler ses habiletés sociales et une rencontre en 1-pour-1 en psychoéducation, j'aime bien mieux que le psychoéducateur explique à la personne qui gère le club d'échecs comment agir avec mon garçon et finalement que mon gars aille au club d'échecs. Le terrain de jeu, si on peut bien dire le 1 tiers exceptionnel, les moniteurs sont tellement ouverts à l'accueillir comme il est. Mais moi, j'aime bien mieux, encore une fois, avoir le psychoéducateur qui va aller aider mais c'est tout moi, présentement, qui fait cette coordination-là, parce que ce lien-là, il ne se fait pas beaucoup dans la communauté. Fait que wow, mais sauf que c'est difficile de s'occuper de la recherche, de la sensibilisation, de la coordination. Si on pourrait améliorer les liens, que la santé et l'éducation aident davantage à trouver les opportunités dans la communauté, ce serait extraordinaire. Puis dans la communauté, bien sûr, je souffre du regard et du manque de compréhension des autres. Ça, c'est notre souffrance éternelle, je pense, en tant que parent avec des enfants en difficulté de comportement. Collaboration avec le réseau de la santé, je vais y aller rapidement, mais j'ai l'impression de marcher sur des œufs. C'est-à-dire que je me sens la médiatrice. C'est comme si les deux ne se connaissent pas vraiment. Puis là, ils sont tous au plan d'intervention. Puis là, je suis là, la psychoéducatrice de la santé. Tu pourrais-tu aller à l'école faire ça? Puis là, elle regarde l'école. Voulez-vous m'accueillir? Fait que, tu sais, c'est comme si... c'est comme si c'est pas normal dans la tête à moi que ça soit moi la médiatrice à essayer qu'ils travaillent ensemble. Tu sais, c'est comme si tout le monde veut pas se froisser. Fait que moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est travaillons ensemble, puis misons sur le bon service au bon moment, au bon endroit, avec l'intensité requise, puis prenons le temps de se connaître, puis arrêtons de marcher sur des œufs pour le bien de l'enfant.
parce que là, c'est pas le bien de l'enfant si on marche sur des œufs. C'est ça mon image, en fait. Je mets 2 lectures. J'ai publié dans Le Devoir. Mon fils, il vient d'être expulsé, hein, vous le savez. Là, il est dans une école, il a été accueilli dans une nouvelle école dans laquelle on travaille full en équipe. C'est vraiment le fun, pour de vrai. Donc, Journal Le Devoir, mon fils, intimide-t-il le vôtre? Ça vient d'être publié, dans lequel je dénonce de façon douce. Je ne trouve pas que c'est une bonne idée, l'exclusion. Les impacts sont majeurs. J'ai l'air de bonne humeur, là, mais j'ai pleuré une méchante shot cette année. Je pense que ce n'est pas une bonne idée d'expulser. Fait que j'ai écrit dans cet article-là. Puis j'en avais écrit un en 2018, Il faut une collectivité pour un enfant différent. Fait que, tu sais, c'est mon cœur de mère qui parle, mais avec teinté de ma passion, ces pratiques collaboratives. Donc, bâtir ensemble pour favoriser l'adaptation des jeunes enfants. Hein? Donc, je vous présente aujourd'hui des résultats de recherche sur la collaboration école-famille, un bon outil pour favoriser l'adaptation des enfants vulnérables lors de la transition à l'école primaire. Donc, tout d'abord, depuis hier, j'ai reconnu plusieurs visages de gens qui s'intéressent à la préparation scolaire. Vous ne serez pas surpris de mes propos qui vont dans le sens de ce que vous avez entendu depuis hier. Les enfants moins bien préparés pour l'école sont plus susceptibles de vivre des difficultés d'adaptation au moment de la transition scolaire et pendant tout leur parcours scolaire. C'est quoi, c'est la préparation scolaire? Ce sont les habiletés de base dans différents domaines qui vont permettre aux enfants de s'adapter au contexte scolaire et de bénéficier pleinement des activités d'apprentissage qui vont être offertes dans ce milieu-là. On parle de différentes habiletés, entre autres au niveau cognitif, au niveau langagier, au niveau socio-émotionnel. Il faut avoir un certain nombre de compétences pour pouvoir bien fonctionner dans le contexte scolaire, puis être capable de profiter de tout ce qui est riche et nourrissant qui vient de ce milieu-là. La transition à l'école primaire, c'est une transition qui est importante dans la vie des enfants, des familles. Et comment on accompagne cette transition-là? Ça peut teinter le niveau d'adaptation des enfants. Puis pour comprendre l'adaptation lors de la transition, je vous propose le modèle de Rim Kaufman et Pianta, qui suppose que ce qu'on avait comme état de situation avant la transition scolaire, donc pendant la période préscolaire, c'est un déterminant important de ce qu'on va vivre au moment de la transition, que ces choses-là évoluent dans le temps et qu'on doit s'intéresser à différents facteurs. Donc, pas juste les capacités de l'enfant lui-même, comment il est au moment de sa transition scolaire, mais aussi des caractéristiques de sa famille, de son éducatrice, de son enseignante. Et plus spécifiquement, aujourd'hui, je veux qu'on regarde ensemble la collaboration, donc la relation qui s'établit entre la famille et le personnel enseignant. Donc, quand on parle de collaboration école-famille, on va parler d'établir une bonne collaboration parce que c'est important pour le parcours scolaire des enfants. Ça va mettre la table pour les collaborations futures. Quand on vit une expérience difficile comme parent avec un enseignant de maternelle, j'ai quelques cas en tête, on peut être échaudé par cette relation-là, cette première relation-là de collaboration qui ne s'est pas bien passée, puis ça peut teinter le reste des relations. Ça peut aussi nuire à l'adaptation de notre enfant à ce nouveau contexte-là. Donc, si j'ai une relation parent-enseignant plus difficile en deuxième année, alors que l'enfant est bien intégré déjà dans le milieu scolaire, possiblement que ça peut avoir moins d'impact qu'au moment de la transition, alors qu'il est en train de découvrir ce nouveau milieu-là. Évidemment, pour les enfants les plus vulnérables, nos enfants qui présentent le plus de difficultés, c'est là qu'on va voir un impact encore plus grand du niveau de collaboration. Comment ça peut s'observer ou s'actualiser la collaboration école-famille? De quoi on parle exactement? On peut parler pour les parents de faire le suivi des devoirs ou des activités à la maison, participer à des rencontres avec la personne enseignante, faire du bénévolat dans l'école, participer à des comités, à des instances décisionnelles. Donc, il y a plusieurs façons pour un parent de s'impliquer dans la vie scolaire de son enfant. Pour le personnel enseignant, ce que ça peut vouloir dire, c'est de transmettre de l'information aux parents, c'est dans un sens, mais c'est aussi d'être capable de recevoir de l'information qui provient du parent. Est-ce que j'ai de l'ouverture à entendre parler de ce que le parent vit avec son enfant à l'école? Est-ce que je suis ouverte aux suggestions qui pourraient m'être faites de stratégies qui ont été utilisées avec cet enfant-là par le passé?
Et est-ce que je tends la main à ces parents-là? Est-ce que je propose des invitations pour que les parents s'impliquent? Donc, on ne peut pas reprocher à un parent d'être peu impliqué dans la vie scolaire si on ne lui ouvre pas les portes de l'école et si on ne lui tend pas des perches dans ce sens-là. Donc, l'objectif de mon étude, c'était de décrire l'état actuel de la collaboration école-famille en maternelle chez un échantillon d'enfants qui étaient à risque de vivre des difficultés scolaires parce qu'ils présentaient certains défis dans leur développement avant même l'entrée à l'école. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter la perception des enseignantes, mais pour la suite, on regardera également la perception des parents parce qu'ils n'ont pas tout à fait le même regard sur cette même situation. Et ensuite, je voulais décrire les liens entre le niveau de préparation de l'enfant avant l'entrée à la maternelle et à la fin de la maternelle, puis comment ça, c'est lié ou peu lié au niveau de collaboration qu'on observe chez ces familles-là. Donc, cette étude-là a été menée grâce à un projet de recherche plus large qui portait sur des enfants qui étaient vulnérables avant l'entrée à l'école. Donc, à l'hiver qui a précédé leur maternelle, ils ont été évalués parce qu'au moins un adulte de leur entourage s'inquiétait de la préparation scolaire de cet enfant-là avant qu'il entre à l'école. Et on a mesuré les mêmes capacités, donc les mêmes habiletés cognitives, langagières et socio-émotionnelles en toute fin de maternelle. Et à ce moment-là, on a aussi questionné les parents et les enseignants sur la collaboration école-famille. Encore une fois, aujourd'hui, je vous présente uniquement la perception des personnes enseignantes. Pour la préparation scolaire, on a utilisé un test directement fait avec l'enfant qui s'appelle le Lollipop, dans lequel on demande à l'enfant de démontrer différentes habiletés. Par exemple, est-ce que tu peux me pointer le suçon de couleur rouge? Donc, l'enfant peut me démontrer sa capacité à connaître les formes, les couleurs, différentes lettres de l'alphabet, etc. On a fait aussi avec cet enfant-là un test de vocabulaire réceptif. Donc, on présentait des images à l'enfant et l'enfant devait pointer quelle image représentait le mot qu'il avait entendu. Et finalement, un questionnaire sur l'adaptation sociale là, qui a été complété par le parent. Pour la collaboration école-famille, on a passé un questionnaire aux enseignants et ils nous ont parlé de l'implication des parents, des contacts qui avaient été initiés par l'enseignante, de la réceptivité des parents et de l'attitude des parents envers l'école et l'éducation. J'utilise beaucoup le terme enseignante quand je parle des personnes enseignantes à la maternelle parce que vous ne serez pas étrangers au fait que chez les tout-petits, c'est très souvent des femmes qui occupent les postes à l'éducation préscolaire. Donc, les participants pour cette étude, ce sont 137 familles, 44 de filles et qui étaient à risque, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, au niveau des résultats, quand on a demandé aux enseignants, au cours des 3 derniers mois, à quelle fréquence les parents ont fait chacune de ces actions-là. Je sais que c'est écrit en petit, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de lire, mais à quelle fréquence ces parents-là vous ont téléphoné, sont venus vous parler, ont posé des questions ou ont fait des suggestions par rapport à leur enfant. Ce qu'on observe, c'est qu'en vert, en tout petit à votre gauche, c'est les fréquences très élevées. Donc, on voit une grande implication, là, plus d'une fois par semaine. Ça semble être un phénomène très rare pour ces différentes actions-là. On observe beaucoup plus de jaune-orangé, qui est 1 ou 2 fois au cours des 3 derniers mois, et finalement beaucoup de bleu, où on a du jamais. Donc, au cours des 3 derniers mois, il y a eu beaucoup d'actions comme celle-là qui n'ont pas été observées par les personnes enseignantes. Ce qui nous porte à poser notre regard sur une participation assez restreinte des parents dans le contexte scolaire. Donc, au niveau de communiquer avec l'enseignante, participer à des réunions, venir à l'école, se porter volontaire pour faire du bénévolat dans les classes, c'est vraiment des pratiques qui sont peu fréquentes, même chez nos élèves qui ont des difficultés les plus grandes ou qui étaient à risque de vivre des difficultés, là, puisque c'est comme ça qu'on les a sélectionnés au point de départ. Une des explications possibles pour cette faible implication-là des parents, c'est que les contacts initiés par la personne enseignante sont aussi peu fréquents.
Donc, c'est sûr que si je ne suis pas invitée à une rencontre à l'école, si on ne me propose pas des occasions de bénévolat, bien, ça ne s'actualise pas en présence supplémentaire du parent. Donc, il y a probablement des mains tendues qui ne sont pas tendues suffisamment. On y revient à la toute fin là, pour peut-être expliquer un petit peu le pourquoi. Donc, est-ce que vous avez appelé ce parent-là, écrit à ce parent-là, rencontré, fait une réunion ou invité ce parent-là à une activité? Encore une fois, on voit surtout du orangé une ou deux fois ou du jamais en bleu. Pourtant, les enseignantes nous rapportent une grande réceptivité du parent. Et là, ici, on voit beaucoup de vert, ce qui est encourageant. Est-ce que vous sentez que vous pouvez parler à ce parent-là, être entendu par ce parent-là? On a beaucoup de vert. Est-ce que vous pourriez parler avec ce parent-là si vous aviez un problème avec l'élève? Encore une fois, beaucoup de vert. Donc, on sent que les personnes enseignantes nous disent « Oui, les parents, ils sont ouverts, je pourrais aller vers eux. » C'est plutôt dans l'actualisation là, qui est peut-être un petit peu moins présente. Toujours dans la même lignée, l'attitude des parents envers l'école. Encore une fois, vous observez beaucoup de vert. Les parents ont une attitude positive. Les enseignantes ressentent que les parents poursuivent les mêmes objectifs pour l'éducation des enfants. Ils trouvent que les parents encouragent leurs enfants à avoir une attitude positive à l'école. Ils trouvent que ces parents-là sont impliqués dans l'éducation de leur enfant, même si on ne le voit pas s'illustrer par des comportements d'implication. Les enseignants jugent que les parents sont impliqués dans le processus et que l'éducation, elle est importante pour la très grande majorité des familles. Donc, ça, c'est vraiment très encourageant. Maintenant, je me suis posé la question, comment c'était lié, ça, la relation entre la préparation scolaire et la collaboration école-famille? Donc, juste au plan corrélationnel, ici, je vous présente la préparation scolaire avant l'entrée à l'école. Donc, est-ce qu'il y a des liens entre le portrait des difficultés qu'avait cet enfant-là avant l'entrée à l'école et la collaboration qu'on observe en fin de maternelle? Puis, ce qu'on observe, c'est que c'est surtout les contacts initiés par l'enseignante et l'attitude du parent envers l'école qui sont associés. Mais ils ne vont pas dans la même direction, ce qui veut dire que plus l'enfant présentait des difficultés cognitives ou langagières avant l'entrée à l'école, plus les contacts sont fréquents avec l'enseignante maternelle. Vous me direz, ce n'est pas surprenant, c'est à ces parents-là qu'on veut parler parce qu'on observe justement des défis chez leur enfant. Bien, effectivement, donc si on voit que c'est probablement une illustration du niveau de difficulté que présentait l'enfant, parce que c'est quelque chose qui va se reproduire aussi pour ces difficultés à 6 ans. Pour l'attitude des parents envers l'école, la relation est dans l'autre sens. Donc, plus les parents avaient une attitude favorable, plus l'enfant avait de bonnes capacités cognitives et langagières, plus 1 an et demi plus tard, on observait des parents qui avaient une attitude positive envers l'école. Ces analyses-là ne nous permettent pas de déterminer quel vient avant. Donc, est-ce que c'est l'attitude du parent envers l'école qui a fait en sorte que l'enfant a développé de meilleures capacités cognitives ou si c'est l'inverse? Mais c'est déjà une relation, une association qui va dans le sens attendu. Quand on regarde comment ça se passe chez les enfants à 6 ans, les mêmes indicateurs, bien, on remarque ici que c'est encore nos contacts initiés par l'enseignant qui sont inversement liés au niveau de préparation scolaire. Donc, plus l'enfant présente des difficultés dans tous les domaines en fin d'année scolaire à la maternelle, plus les contacts sont fréquents avec la personne enseignante à ce même moment-là. On remarque ici, là, il reste un tout petit lien entre l'attitude positive, plus le parent a une attitude plus positive envers l'école et l'éducation, plus l'enfant présente de bonnes connaissances de base en fin de maternelle. On a mis tout ça ensemble pour voir si on pouvait toujours prédire, mais en tenant en compte le niveau initial de difficulté de l'enfant. Donc, quand on met tout ça ensemble, comment allait l'enfant avant l'entrée à l'école? La collaboration école-famille, est-ce qu'on est capable de prédire son niveau de préparation scolaire à la fin de la maternelle? Puis notre meilleur prédicteur de son niveau de préparation scolaire en fin de maternelle, c'est le même indicateur 1 an et demi plus tôt. Ce n'est pas surprenant. Donc, si j'évalue le niveau de langage de l'enfant à 6 ans, la meilleure façon pour le connaître ou l'estimer, c'est de connaître son niveau de langage à 4 ans et demi. Donc, c'est ces associations-là que vous avez encerclées ici en rouge.
Malgré ça, malgré l'inclusion du niveau initial de difficulté, il se maintient certaines relations avec l'implication des parents qui vont à l'inverse de ce qu'on aurait souhaité. Donc, moi, j'aurais souhaité que plus les parents s'impliquent dans le parcours scolaire des enfants, mieux les enfants vont. Donc, c'est ce qu'on aurait voulu. Là, ici, notre lien, on voit un signe négatif qui va à l'envers, ce qui veut dire que les parents les plus impliqués ont les enfants les plus en difficulté. Au niveau de l'attitude envers l'école, c'est ce qu'on observait à la diapo précédente. Donc, les parents qui ont une attitude plus positive envers l'école, ça semble favoriser l'adaptation sociale de leur enfant en fin de maternelle. Donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est d'abord que les parents et les enseignantes affirment avoir une bonne collaboration, une communication qui est aisée, se sentent à l'aise de parler avec l'autre. Les parents valorisent l'éducation, mais les contacts parents-enseignantes sont peu fréquents et l'implication dans l'école des parents, elle est limitée. On remarque aussi dans ces résultats-là qu'au-delà des difficultés initiales de l'enfant, l'implication des parents et l'attitude des parents à l'école sont associées à la préparation scolaire en maternelle, mais qui sont probablement le reflet des difficultés initiales de l'enfant avec nos parents dont les enfants avaient les difficultés les plus importantes, qu'on va contacter plus souvent et qui vont s'impliquer davantage pour être présents à des rencontres, des réunions dans le cadre du milieu scolaire. Donc, ce qu'on retient pour les milieux scolaires, c'est que c'est important de parler de la collaboration parce qu'elle ne s'actualise pas encore pleinement, pas autant qu'on le souhaiterait, qu'il faut sensibiliser parents et enseignants à toutes les stratégies pour s'impliquer. Donc, il n'y a pas une seule façon. Ce n'est pas parce que je ne siège pas sur le conseil d'établissement que je ne peux pas être un parent impliqué. Ce n'est pas parce que je travaille du lundi au vendredi que je ne peux pas trouver des façons pour être présent dans la vie scolaire des enfants. Mais qu'il faut aussi identifier les obstacles à la collaboration. Puis si vous choisissez de cette question-là, on pourra en discuter tout à l'heure. Les personnes enseignantes ne sont pas de mauvaise volonté et les parents non plus. Tout le monde souhaite cette collaboration-là, mais les obstacles à la collaboration sont nombreux. Il faut les identifier, il faut trouver des stratégies pour les amoindrir. Il faut que les personnes enseignantes puis tous les acteurs du milieu scolaire aient des outils faciles, simples dans leur poche pour passer par-dessus ces obstacles-là puis réellement être capable de contribuer à une belle collaboration école-famille. Donc, ce qui manque, c'est certainement pas de volonté, c'est plutôt de temps, d'outils, de stratégies pour être capable de pleinement déployer cette collaboration école-famille. C'est ce qui terminait ma première présentation. Je vais me permettre une gorgée d'eau. J'ai oublié de vous le demander tout à l'heure, mais si jamais il y avait des questions de clarification, n'hésitez pas, sinon on aura une période de discussion à la toute fin. Je vous le promets, cette dernière présentation-là est plus courte. C'était prévu comme ça parce que, malheureusement, là, des circonstances bien hors de notre contrôle font en sorte que mes collègues de Rimouski ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Mais le thème de leur conférence, je pense, est super intéressant. Et comme co-chercheuse sur ce projet-là, j'ai accepté de prendre la balle au bond et de vous présenter le projet qui est en démarrage là, dans la région de Rimouski. Donc, ça s'appelle la musique au CPE, un exemple de partenariat avec la communauté pour soutenir le développement des tout-petits. Je vais d'abord vous présenter Martine Poirier, qui est chercheuse principale de ce projet de recherche-là, qui est professeure à l'Université du Québec à Rimouski, et Annie Vanas, qui est directrice du Conservatoire de musique de Rimouski, qui sont vraiment les personnes à qui tout le mérite revient pour la beauté de ce projet-là, super inspirant. Donc, je voulais les mettre à l'avant-plan.
Je vous fais une brève mise en contexte. On est toujours en petite enfance, on est toujours dans une perspective de préparation scolaire, de développement des habiletés des enfants avant la transition à l'école. Et on sait qu'en CPE, les intervenants et les intervenantes travaillent très fort pour développer les capacités cognitives, langagières, socio-émotionnelles, attentionnelles des enfants en vue de les préparer à la transition scolaire. Malheureusement, malgré tous nos efforts et malgré même la fréquentation de milieux de garde, il y a certains enfants qui sont vulnérables au moment de l'entrée à l'école, qui ne possèdent pas toutes les habiletés nécessaires pour bien s'adapter au contexte scolaire. Et c'est encore plus vrai pour nos garçons, pour nos enfants qui sont issus de milieux défavorisés et pour nos enfants qui vivent en contexte rural. Ça a une importance particulière dans notre projet parce qu'on veut inclure un CPE situé ou plusieurs milieux de garde en milieux familiaux, des fois, ce n'est pas toujours des installations de CPE, en contexte rural pour essayer d'aller chercher ces enfants-là qui ont moins facilement accès à nos services. La préparation scolaire, c'est important pour la trajectoire scolaire des enfants. Les enfants qui sont mieux préparés au moment de l'entrée à l'école, ils ont des relations de meilleure qualité avec leurs enseignants, vont subir moins de rejets, de victimisation, vont avoir moins de problèmes de comportement, vont être plus engagés dans les apprentissages et vont obtenir de meilleurs résultats scolaires. Donc, on veut vraiment bien les préparer avant qu'ils fassent la transition vers l'école. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent contribuer à la préparation scolaire des enfants. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne. Bien sûr, les familles, les services éducatifs à l'enfance, les écoles et la communauté. Et dans le cadre de ce projet-là, deux partenaires s'illustrent particulièrement. Les services éducatifs à l'enfance, d'abord avec le Centre de la petite enfance de Rimouski et la communauté, le Conservatoire de musique de Rimouski. Donc, ce qu'ils ont mis en place, ces deux partenaires-là, ce sont des ateliers musicaux offerts en CPE. Donc, c'est le conservatoire qui envoie des enseignants de musique directement dans les CPE pour faire des ateliers musicaux avec les enfants. Et là, on va au-delà de seulement l'éveil musical, apprendre à manipuler un petit peu les instruments, toucher à tout. On va vraiment dans l'apprentissage d'un instrument. Donc, le prof de guitare amène 6 guitares et débarque dans le groupe du CPE, prend les 6 avec lui et montre donc le maniement d'un instrument. Chaque enfant est attitré à un instrument qui va être le même pendant toute la durée du programme. Et ces enseignants-là, ils avaient l'habitude de travailler avec des enfants un petit peu plus vieux, avec même des adultes. Donc, il y a eu certains ajustements à faire là, au niveau des ateliers de musique pour des tout-petits. On est vraiment dans des leçons de base. Et les enfants, c'est ça, font l'apprentissage d'un instrument. Et le projet culmine, là, donc de octobre à avril, ils ont leurs ateliers musicaux en CPE et culmine par un concert là, dans le milieu de garde. Pourquoi miser sur la musique pour préparer les enfants pour l'école? Pourquoi pas? Hein? Tous les outils qu'on peut avoir pour préparer les enfants pour l'école sont de bonnes stratégies. Mais c'est que la musique, on sait que la musique a des bénéfices chez les enfants plus vieux. Donc, ça a été souvent étudié. On voit des bénéfices chez les enfants d'âge scolaire, chez les adultes. Mais on en savait assez peu sur qu'est-ce que ça fait aux tout-petits, ça, la musique. Est-ce que réellement ça peut contribuer? Donc, on a fait une recension de la littérature. On a trouvé quand même quelques études qui montraient certains effets positifs, mais les études, il y en a vraiment très peu. Donc, on voyait des avantages au niveau du vocabulaire, de la conscience phonologique, des comportements prosociaux, hein, le fait de travailler en groupe dans un cours de musique, d'être obligé d'être en harmonie, tout ça. Ça nous travaillait certaines habiletés sociales. Et le contrôle de l'attention, donc pour rester centré sur l'atelier, ça peut être des choses qui sont travaillées indirectement à travers les ateliers musicaux. Malgré ça, je vous disais, il y a peu d'études, on a assez peu de documentation pour vraiment être sûr à 100% que la musique est une stratégie efficace pour développer la préparation scolaire de nos tout-petits. On n'avait pas de données sur les différences garçons-filles. Je vous ai présenté au tout début, nos garçons, ils arrivent moins bien préparés à la maternelle. Donc, est-ce qu'on est capable, avec la musique, d'aller peut-être chercher un petit peu plus nos garçons? Ce sera une des questions à laquelle on va tenter de répondre.
Et les études qui existent jusqu'à présent ont des limites méthodologiques importantes. Soit il y a très, très peu d'enfants qui étaient inclus, ou bien on ne les comparait pas à un groupe qui n'avait pas reçu d'ateliers musicaux ou de stimulation là, musicale. Donc, ça limite quand même notre confiance en ces résultats-là, d'où l'importance d'aller faire davantage de recherches, parce que si c'est une avenue intéressante, on veut le savoir, puis on veut pouvoir répandre la bonne nouvelle. Donc, le projet en est à ses balbutiements. On a eu le financement au cours de la dernière année et les ateliers musicaux, eux, ils roulent déjà depuis 2 ans. Mais là, le Conservatoire de musique de Rimouski est venu nous voir, l'équipe de recherche, pour nous dire, bien, nous, on fait ça avec le CPE, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que vous seriez capable de venir évaluer ce projet-là? Donc, le projet de recherche vise à vérifier si les ateliers musicaux sont associés à une évolution dans la préparation scolaire des jeunes enfants, déterminer si ça évolue différemment pour les garçons et pour les filles. On veut aussi identifier les forces, les limites et les défis d'implantation liés à ce genre d'initiative-là. C'est notre 3e objectif. Pour le premier objectif, on va pouvoir comparer des CPE entre eux. Donc, il y a 3 CPE qui vont être sélectionnés, dont certains enfants vont recevoir les ateliers musicaux et d'autres non. Donc, on va pouvoir comparer, est-ce qu'au-delà de la fréquentation d'un CPE en tant que tel, est-ce qu'on va chercher quelque chose de plus par la participation à des ateliers musicaux. Ce qu'on sait dans nos premiers échanges là, avec les personnes impliquées, les parents qui vivent les ateliers depuis 2 ans, les CPE qui l'ont accueilli dans le projet pilote, c'est que tout le monde observe ou qualitativement rapporte des bénéfices, donc nous dit « Moi, j'ai vu une amélioration de telle ou telle chose chez mon enfant. Moi, j'ai vu que dans mon groupe, comme éducatrice, ça a provoqué un changement chez les élèves, chez les enfants de mon groupe. On a des enseignants de musique qui nous rapportent aussi voir des changements chez les enfants, mais là, on veut voir est-ce qu'on est capable d'aller les mesurer, ces changements-là, est-ce qu'on est capable de les détecter. Et les parents nous disent beaucoup apprécier que ce soit fait dans le contexte du CPE parce que ça facilite de beaucoup la gestion là, familiale entourant. On trouve ça super important, super enrichissant, mais en même temps, est-ce qu'on est capable d'ajouter ça au calendrier scolaire ou au calendrier habituel dans la semaine de ces familles-là? Pas toujours. Donc, jusqu'à présent, le projet était entièrement gratuit, financé par la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Donc, ça aussi, c'est un avantage qui était quand même considérable. Donc, on veut aussi, pour détailler les forces, limites et défis d'implantation, on veut questionner les personnes qui auront participé au projet. Donc, on va faire des groupes de discussion avec les personnes impliquées pour qu'elles nous parlent de ce qu'elles ont vécu. Et ce qu'on cherche à faire avec ça, c'est de dégager quels ont été les défis qui ont peut-être des choses qui ont facilité l'implantation, puis les choses qui ont représenté plus des défis pour essayer de prévoir déjà des stratégies pour passer par-dessus ces défis-là. Donc, on va questionner les gens sur qu'est-ce qu'ils ont apprécié de l'intervention elle-même, quelles sont les caractéristiques des intervenants, le fait que ce soit des professionnels de la musique, est-ce que c'est perçu comme un avantage ou un inconvénient? Est-ce que ce serait mieux si c'était animé par une autre personne, l'éducatrice elle-même? Donc, c'est toutes des questions qu'on veut poser pour voir est-ce qu'on a les bonnes personnes qui font les bonnes actions? Est-ce que le contexte, quelles données du contexte vont pouvoir favoriser la mise en place de tout ça et la pérennisation? Donc, on veut aussi que ces choses-là puissent se maintenir à long terme dans les milieux. Si l'implantation de notre intervention épuise les ressources des CPE puis qui nous disent « Ouf, c'est terminé, bon débarras, merci », on va trouver que là, il y a trop de défis au niveau du contexte là, pour vraiment penser que cette stratégie-là, elle est gagnante pour le futur. Donc, on va faire des entrevues avec tout ce monde-là pour bien documenter les défis d'implantation. Ce qu'on anticipe comme résultat pour ce projet de recherche-là, c'est qu'on va pouvoir établir la valeur ajoutée des ateliers musicaux aux activités habituelles des services éducatifs. Donc, on sait que les services éducatifs de qualité peuvent soutenir la préparation scolaire des enfants, mais est-ce qu'on est capable d'aller chercher un bénéfice supplémentaire avec les ateliers musicaux? Et on veut soutenir l'implantation de ces ateliers-là dans d'autres écoles de musique ou d'autres conservatoires. Donc, est-ce qu'on est capable de développer un guide d'implantation qui va faciliter le travail des prochaines personnes qui vont dire « Hey, moi j'ai entendu parler de ce projet-là,
comment je fais, je pars de où, est-ce que je peux avoir un guide qui va m'accompagner pas à pas pour que ce soit facile et que ça n'ajoute pas une lourdeur là, pour les milieux. Donc, c'est notre exemple de partenariat qui est un partenariat entre un milieu éducatif, un milieu de la communauté, donc l'école de musique, et auquel s'est joint un partenariat universitaire où on fait un beau triangle tous les trois pour essayer d'évaluer ces ateliers-là et ultimement pouvoir peut-être les offrir à davantage d'enfants.